eh bien, nous retrouvons Malou Bernasconi pour un entretien avec Christian Bonnet à l'occasion de la sortie d'un livre, Les protestants, 500 ans après la Réforme. Et oui, un livre qui est un livre événement qui a été commandé par la Fédération protestante de France. Mais vous allez en savoir plus dans quelques secondes. Protestants en fête 2017, un événement de la Fédération protestante de France. Alors un livre événement, comme on vient de vous le dire, donc ça s'appelle Les protestants 500 ans après la Réforme. Et puis il y a un petit sous-titre en caractère dans une police plus petite, Fidélité et liberté. Alors j'ai deux questions à Christian Bonnet pour commencer. Christian Bonnet est l'éditeur de ce livre aux éditions Olivetan. Alors pourquoi ce titre, Les protestants 500 ans après la Réforme? Il y a deux informations là dans ce titre. Alors, il faut dire en effet que c'est la Fédération protestante qui, de longue date, a anticipé l'événement en disant il nous faut un projet éditorial qui marque ce 500e anniversaire de la Réforme. Et donc, la Fédération protestante de France a fait appel au professeur Michel Bertrand, qu'elle a chargé de coordonner cette publication. Donc, Michel a imaginé un contenu possible, a contacté une cinquantaine d'auteurs qui ont contribué à cet ouvrage en leur donnant des directives précises. On entrera plus tout à l'heure davantage dans le contenu de l'ouvrage. Les protestants 500 ans après la Réforme, parce que ça ne veut pas être un livre souvenir. C'est un livre ouvertement tourné vers le présent et l'avenir du protestantisme. Il ne s'agit pas simplement de commémorer, bien sûr qu'on se rappelle de quels sont les fondements de la Réforme, c'est évident, mais il s'agit de regarder vers aujourd'hui et vers demain. Et donc du coup, on a cherché, à côté des théologiens, je dirais, ou des historiens, plutôt des témoins d'aujourd'hui, capables de dire qu'est-ce que cette foi protestante produit comme résultat concret dans leur vie de tous les jours, dans leur engagement, qu'ils travaillent dans le domaine des médias, de la finance, de la médecine, etc. Le sous-titre Fidélité et liberté. Voilà, fidélité et liberté. Ben justement, c'est cette espèce de tension, on pourrait dire un peu dialectique. Fidélité parce qu'en effet, nous savons d'où nous venons, c'est-à-dire de ce geste fondateur de Luther qui redécouvre en quelque sorte la dimension gratuite de l'amour de Dieu. Ça, c'est le passé. Donc on est bien fidèle à cet héritage-là. Mais à la fois, le protestantisme est plein de promesses, en quelque sorte, qui ne sont pas encore achevées. C'est Ricoeur qui disait ça. Le protestantisme est lourd de promesses inachevées. Et donc, il s'agit finalement, cette intuition fondamentale de Luther, d'en inventer des applications concrètes encore aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, le livre est très riche dans le contenu, avec la diversité des témoignages. On voit bien qu'en effet, il s'agit d'inventer une liberté nouvelle au nom de ce Dieu qui nous aime gratuitement et qui nous donne une certaine audace et assurance, eh bien de pouvoir se risquer dans ce monde pour pouvoir construire un évangile qui soit à l'image de cette grâce que nous avons reçue. Et alors, à quel public destinez-vous ce livre? Est-ce que c'est pour les protestants très croyants, pour les chrétiens convaincus, ou un public plus large qui connaît moins et l'histoire du protestantisme et peut-être ce qu'il est aujourd'hui? Alors, en effet, dès le départ, la Fédération a voulu faire un ouvrage qui ne s'adresse pas uniquement à la famille protestante, mais soit davantage ouvert vers un large public. Et du coup, le choix des intervenants, dans sa grande diversité, va dans ce sens-là. Il faut aussi souligner qu'on a dans cet ouvrage des auteurs qui représentent un peu toutes les sensibilités présentes au sein de la Fédération protestante. Le courant luthéro-réformé, bien entendu, mais aussi les évangéliques, les adventistes, les pentecôtistes. Tous ont contribué dans cet ouvrage. Et on a surtout des gens qui sont, on dirait aujourd'hui, de la société civile. C'est-à-dire des protestants engagés dans différentes sphères de notre société, dans différentes formes de militance, et qui, du coup, apportent cette dimension très concrète. Et donc, du coup, je pense qu'en effet, de ce point de vue-là, c'est un livre qui se veut ouvert au grand public. Et nous, en tant qu'éditeurs, je dirais, on a fait un effort particulier pour rendre les choses particulièrement accessibles. C'est-à-dire qu'on a mis, comme le font nos collègues de la presse, des phrases en exergue pour interpeller le lecteur d'aujourd'hui. On a mis des portraits courts qui permettent, en 15 ou 20 lignes, de découvrir une figure protestante un peu connue dans notre histoire. On a mis à la fin un glossaire, parce que les gros mots sont inévitables, en tout cas les mots théologiques, et qu'il vaut la peine de les expliquer
écrits pour des gens qui ne sont pas dans notre milieu. Mais voilà des attentions que nous avons voulu en tant qu'éditeurs pour permettre en effet que ce livre soit pour un public le plus large possible. Ceci étant, bien entendu, les protestants s'y sont jetés dessus. Et on constate, nous qui sommes donc derrière, à l'origine, oui, et aussi à la vente, qu'en fait, des gens qui l'avaient acheté en un exemplaire pour eux, le rachètent à 2-3 exemplaires pour pouvoir l'offrir. Et je pense qu'il y a dans cet ouvrage une dimension de transmission. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas facile de transmettre la foi d'une génération à l'autre. Et sans parler de la foi, parlons même de l'héritage protestant. Je crois que cet ouvrage, qui est vraiment d'un abord facile, agréable, très abondamment illustré, est une bonne manière, une bonne vitrine, on pourrait dire, pour entrer dans un protestantisme qui ne soit pas poussiéreux, qui ne soit pas le reflet d'un passé révolu, mais vraiment branché sur l'actualité et sur l'avenir, un protestantisme qui se réinvente sans cesse. Alors, avant d'entrer dans le contenu, dans 4 parties, je vais y venir, je voudrais que vous nous parliez des photos. Parce que quand on feuillette le livre sans le lire, on a des photos à toutes les pages, des grandes photos, des plus petites, etc. Et quand on regarde avec attention, on voit qu'il y a des photos, il y a beaucoup de photos, en tout cas dans les 2 premiers tiers, de photos de célébrations très différentes. Oui. Alors, vous allez nous dire comment vous les avez choisies. Et puis, il y a également... mêlé à ces photos de célébration donc protestantes, également des photos de la vie ordinaire, des photos, je dirais, de la société civile, sans légende. Et là, il n'y a pas de légende. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de ces photos et aussi le choix du mélange? Alors, les photos ont été choisies avec, en effet, une ligne un peu derrière, qui était de dire, d'abord, chaque partie a sa spécificité. En effet, la première partie qui a trait au protestantisme et à son histoire, son héritage, on a en effet des photos qui sont plutôt liées à des célébrations. On a en tout cas refusé de mettre des lieux de culte, désincarnés, juste des vieilles pierres. On n'est pas là pour montrer des vieilles pierres, mais on était là pour montrer des gens. Et en effet, on voit dans la première partie de ce livre des gens en train de prier, en train de célébrer. Ça donne un caractère, des pasteurs en chair aussi, bien sûr. Ça donne donc un caractère très, très vivant. Mais on a voulu aussi montrer que le protestantisme nous donne peut-être des outils supplémentaires ou particuliers pour faire une lecture de notre société. Et donc notamment toute la dernière partie qui est constituée de débats, on a mis là des photos représentatives de notre culture contemporaine, parce que c'est avec cette culture contemporaine que forcément notre protestantisme est en dialogue et doit interférer. La plateforme des radios de Protestants en Fête. Toujours en direct de Strasbourg, nous retrouvons Christian Bonnet, qui est directeur des éditions Olivetan, au micro de Malou Bernasconi de Fréquence Protestante, la radio de Paris et de la région parisienne sur le 100.7. Alors Christian Bonnet, on a parlé de la façon de la facture du livre. Alors la première partie qui s'appelle donc héritage et filiation au pluriel, j'ai noté, alors c'est peut-être un peu ironique, que c'est la partie la plus courte finalement, celle où vous montrez l'héritage, qu'est-ce que c'est que protestant, qu'est-ce que c'est que les luthériens, qu'est-ce que c'est que les réformés. C'est une partie très instructive, mais finalement assez courte, oui, avec quelques grands portraits. Bon, il y a Luther, il y a Calvin, il y a Wesley, il y a plus inattendu peut-être Adolphe Monod. Voilà, alors partie de la plus courte parce qu'on n'insiste pas. C'est ça, exactement. On a voulu, voilà, en effet, ne pas en faire un livre d'histoire tourné vers le passé, comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, mais vraiment un livre tourné vers le présent et l'avenir. Donc on pourrait dire, minimiser à sa plus stricte expression cette partie héritage. Mais il s'agissait quand même, parce que beaucoup de gens, quand on leur dit les protestants, disent « Ouh lolo, c'est compliqué les protestants, on n'y comprend rien entre les réformés, les luthériens, les calvinistes, etc. » Et donc il a fallu quand même un petit peu expliquer comment ces mouvements sont nés, d'une part, entre la réforme historique luthérienne et puis la réforme radicale, qui du coup ont donné naissance l'une et l'autre à des types d'églises sensiblement différentes. Mais donc du coup expliquer un petit peu les parentés, les filiations, les différences entre ces différents courants du protestantisme, mais en effet sans s'apesantir. Alors deuxième partie, qu'est-ce qu'elle a de différent de la première? Résonance et défi. Donc quel événement commémore-t-on? Ça, c'est une question qu'on se demande depuis qu'on a pris l'antenne. Et également, quelle conception de l'homme? Est-ce que c'est une religion laïque ou pas? Alors quel est le mot? Oui, le thème, le fil conducteur, oui, le fil rouge de cette deuxième partie, c'est de dire comment cet héritage de Luther, il résonne avec la culture contemporaine.
Et par exemple, on a un article très intéressant de Guillaume Antier qui nous dit « Elles sont où les nouvelles indulgences aujourd'hui ?» On pourrait croire que c'est complètement révolu. Mais il décrypte notre société en disant « Mais aujourd'hui, on est dans une culture du chiffre, de la performance. » Est-ce qu'elle ne ressemble pas finalement un petit peu à ce que Luther avait dénoncé à son époque, de même qu'il nous est proposé un modèle, l'idéal, etc. Finalement, Guillaume Antier dit on met la barre tellement haute qu'on n'est même pas capable de la sauter nous-mêmes. Et ça crée des frustrations. Donc il y a une manière aujourd'hui de relire notre société, de relire notre culture contemporaine, où on s'aperçoit que finalement, cet héritage de Luther, il nous aide non seulement à décrypter, mais aussi à nous affranchir de nouvelles formes d'idolâtrie et d'indulgence qui nous sont proposées dans la société. Donc c'est ça que cette deuxième partie veut faire, hein, une réadaptation, une réactualisation de l'héritage luthérien. Et moi j'ai relevé 2 titres qui m'ont intéressé l'un et l'autre, bien que très différents. Donc Une religion laïque, point d'interrogation, d'André Gounel, et puis Évangile et politique de Marion Muller-Collard. Je veux dire que c'est 2 personnes tellement différentes et qui parlent d'une chose qui se ressemble un peu. Oui, tout à fait. En effet, on est bien dans on pourrait dire ce décapage radical que le protestantisme a apporté par rapport aux religions, où la préoccupation était de savoir qu'est-ce que je peux faire pour plaire au bon Dieu. Aujourd'hui, on est complètement dépréoccupé de cette question-là, en disant Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Qu'est-ce que je peux faire pour lui dans ce monde où je suis ? Alors, 3e grande partie, alors ça c'est la plus longue, oui. Ça s'appelle Conviction et pratique, toujours au pluriel, tout est au pluriel dans ce livre, comme la religion protestante, si j'ai bien entendu. Oui, c'est ça, dans sa grande diversité, voilà, oui, tout à fait. C'est un symbole. Et donc là, vous avez fait une série de portraits. Alors j'avais une question, comment vous avez choisi les gens dont on fait le portrait, enfin qui font leur portrait, qui se présentent, et comment vous n'en avez pas choisi d'autres? Je veux dire, comment est-ce que le choix a été difficile ou facile? Ça a été difficile, parce que bien entendu, on aurait voulu en mettre bien davantage. On a cherché malgré tout à couvrir un petit peu l'ensemble du champ, on pourrait dire, d'implication, d'engagement des protestants. Certains le vivent, je dirais, dans la finance et non pas forcément une attitude révolutionnaire. Par contre, d'autres le vivent dans l'action sociale ou dans l'accueil des migrants, et là on voit plus ce que ça peut avoir de provocateur finalement et de contestation par rapport à notre système actuel. Donc on a voulu absolument donner cette grande variété d'engagement des protestants dans leur lieu de vie. On évoque par exemple le combat de Irène Frachon, la fameuse pneumologue de Brest, qui a eu ce courage inspirée de sa foi, elle-même le dit et ne s'en cache pas, de dénoncer un empire financier et médical, donc le laboratoire Servier. D'ailleurs, un film a été fait à partir de son histoire et de son combat. Donc voilà, on a voulu donner dans ce livre à la fois des combats un peu exemplaires, mais de dire, c'est pas pour autant de mettre des gens sur un piédestal, mais c'est de dire, ça peut être le combat de chacun de nous aujourd'hui, dans la société où nous sommes, parce que nous avons un rôle de témoin à jouer dans ce monde. Et dans son domaine. Et j'avais envie de citer une ou deux autres personnes qui sont présentes dans cette partie. Les plaidoiries du promeneur solidaire, j'insiste sur le D, Heures et bonheur écologique, c'est Martin Kopp. Oui. Alors vous avez mis l'écologie aussi en honneur. Et tout à fait, voilà une Kopp. Autre forme de militance. Martin Kopp, on sait qu'il a été très actif pour la Fédération protestante dans le cadre de la COP 21, son nom était prédestiné d'ailleurs. Il reste aujourd'hui quelqu'un qui nous interpelle sur ces questions d'écologie et de sauvegarde de notre environnement pour les générations futures. Voilà une responsabilité que les protestants, à mon avis, devraient avoir. Alors, on continue sur juste une dernière question sur cette partie. Il y a également un homme de la télé, donc un protestant à la télé, c'est Étienne Lénard, dont on retrace le parcours dans des organes officiels de la télévision française. Tout à fait, voilà encore une autre forme de militance, parce que Étienne n'a jamais caché son protestantisme tout au long de sa carrière professionnelle, ne cache pas les difficultés, même déontologiques, de crise de conscience, quelquefois, que ce métier de journaliste et de responsable de l'information a pu lui causer. Mais voilà, je pense que ça montre bien que le protestant est celui qui se questionne sans cesse et qui ne se satisfait jamais d'une situation, mais qui est sans cesse dans une forme d'autocritique bienveillante, en quelque sorte, en vue d'une amélioration de sa cohérence de vie, finalement. Merci à tous les deux. On vous retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de ce livre, Les protestants, 500 ans après la Réforme, fidélité et liberté. Nous sommes en direct et en public et nous continuons à découvrir ce livre, Les protestants, 500 ans après la Réforme, avec Christian Bonnet, qui est le directeur des éditions Olivetan, et Malou Bernasconi,
qui est journaliste à Fréquence Protestante à Paris et Île-de-France sur le 100.7. Alors nous sommes dans la troisième partie de ce livre, très riche, très bien illustré comme nous l'avons dit au début. Et j'essaie de savoir un peu qui sont les personnalités qu'on a mis dans cette partie, conviction et pratique, toujours au pluriel. Et j'avais envie, Christian Bonnet, de vous demander aussi pourquoi, vers la fin, on passe il y a la fraternité bien sûr, mais surtout l'international. Oui. Il y a un chapitre qui m'a beaucoup intéressé, ouverture du protestantisme à l'international. C'est Jean-Arnold de Clermont qui l'a rédigé. Alors pourquoi ce chapitre presque en conclusion de cette partie ? Parce que la dimension internationale a toujours été très importante. C'est vrai qu'on pourrait reprocher quelquefois aux églises protestantes d'être séparées les unes des autres. En fait, elles sont séparées un peu sur le plan confessionnel ou liturgique, mais très tôt et très rapidement se sont établis des réseaux internationaux de solidarité. C'est vrai, par exemple, pour les protestants de France, entre la France et la Suisse, puisque pendant la période des persécutions, les pasteurs protestants sont allés se former en Suisse, etc. Donc on voit bien que des chaînes de solidarité internationale entre les églises se sont établies. Et par exemple, les protestants ont été pionniers pour la création du Conseil œcuménique des églises. Donc ce qui était un protestantisme morcelé a redoublé d'efforts, en quelque sorte, pour essayer de créer des structures fédératives. On pourrait dire la même chose pour la fédération protestante en France. Et donc c'est ce que souligne Jean-Arnold de Clermont, c'est cet effort inlassable des protestants pour non seulement établir, mais maintenir, faire vivre, enrichir des relations internationales, pas forcément dans le sens d'une solidarité verticale nord-sud, par exemple, mais vraiment dans des relations d'égalité, de fraternité, de partage entre les églises. Et je crois que ça vaut la peine de souligner cette dimension-là. On sait que l'Église catholique est établie au niveau international, bien entendu, mais on sait moins qu'en effet, il existe ce même type de solidarité entre les églises protestantes. Et je crois qu'il faut terminer avec le dernier chapitre de cette partie, donc toujours conviction et pratique, sur vers des fraternités réconciliées, le dialogue interreligieux. Donc c'est François Claveroli qui l'a rédigé. Et donc on est dans ce qu'il disait tout à l'heure, c'est-à-dire des catholiques qui ont revisité, avec un terme de notre époque, la personne de Luther, la personnalité de Luther, et qui se sont appropriés Luther, non pas pour se convertir, mais pour en faire un usage propre au catholicisme. Alors est-ce que c'est dans cet esprit-là qu'a été fait cette dernière partie de la partie conviction? Entre autres, oui, mais ça ne vise pas que les catholiques, bien entendu. Et il faut rappeler peut-être ici que la Fédération protestante a été à l'origine de la création de la conférence des cultes en France, où protestants, donc catholiques, mais aussi musulmans, juifs et bouddhistes, se retrouvent pour débattre ensemble et pour faire un peu front commun, quelquefois, devant les pouvoirs publics. Donc, en effet, c'est dans une totale cohérence avec la politique générale de la Fédération protestante où cette dimension est évoquée ici. Ça reste un axe fort de l'engagement de la Fédération protestante et donc des églises qui la composent, d'être dans non seulement un dialogue, mais même de l'action commune avec les autres religions. Ça nous semble important aujourd'hui. Alors, un dernier mot sur la dernière partie, débats et dialogues. Si j'ai bien compris, c'est là qu'on évoque un peu les opinions différentes, oui, les différences, mais comme le disent certains débats, on va du conflit à la communion. Donc, le conflit est un mot et une action que les protestants ne refusent pas. Et est-ce que cette partie, c'est bien de montrer les différences, et des différences qui peuvent être réconciliées dans le dialogue? Tout à fait, en tout cas dans un dialogue respectueux. Et on voit bien, on sait bien qu'il y a entre les différentes églises protestantes de sensibilités différentes des sujets qui ne sont pas encore réglés. La conception de l'église, l'accueil de l'autre dans sa différence, y compris sexuelle, la question des sacrements, le statut de l'écriture. Voilà des questions qui sont encore des sujets de débat et le livre n'a pas voulu occulter ces débats mais au contraire leur donner presque une place puisqu'on a mis face à face dans le livre les opinions des uns et des autres et on voit qu'on est capable en étant intelligent et tolérant de dialoguer et dans un dialogue constructif où on ne jette pas l'anathème sur l'autre mais où on essaye de marcher ensemble vers une vérité qui reste à découvrir. Merci beaucoup Malou Bernasconi, merci beaucoup Christian Bonnet. Si vous voulez en savoir plus sur ce livre, eh bien, je vous invite à vous le procurer tout simplement aux éditions Olivetan, Les Protestants, 500 ans après la Réforme, fidélité et liberté.